Bonjour, nous allons vous présenter la deuxième communication dans le cadre de la soirée médicale de l'hôpital de Lons-le-Saunier. Cette présentation va nous être faite par le docteur Jean-Michel Bourrez, qui est médecin infectiologue à l'hôpital dans le service de médecine 7, qui est venu nous rejoindre il y a 5 ans maintenant, et qui va nous présenter aujourd'hui les nouveaux critères diagnostiques du lupus. Alors oui, Jean-Michel, donc a plusieurs casquettes. Il est infectiologue, mais il est aussi interniste, rhumatologue, il a été aussi urgentiste, donc quelques casquettes multiples qui ont fortement enrichi notre centre hospitalier depuis son arrivée, donc il y a 5 ans, tu l'as dit. Alors un sujet qui paraît un peu austère quand même, hein. Nouveaux critères diagnostiques du lupus, alors tu vas nous dire pourquoi ce sujet, et qui va être peut-être l'occasion d'en discuter de la place de certains dosages d'anticorps, notamment des anticorps antinucléaires. À toi. Bonjour, je vais donc vous parler des nouveaux critères diagnostiques du lupus qui ont été présentés en avant-première au congrès de l'ELAR en juin 2019 et profiter de cette occasion pour revoir la place des anticorps antinucléaires dans le diagnostic des maladies systémiques. Alors tout d'abord, on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec la nouvelle classification des critères pour poser le diagnostic de lupus. Avec ici une diapo qui nous présente l'historique de ces critères, avec une première colonne qui présente les critères qui étaient encore en usage jusqu'à il y a peu de temps, les critères ACR qui avaient été édictés en 1982 et modifiés en 1997, puis une deuxième colonne avec les critères internationaux des cliniques prenant en charge le lupus systémique, qui avait été élaboré en 2012, et puis cette troisième colonne avec les nouveaux critères ACR-ELAR 2019, avec une progression dans ces diagnostics, puisque sur les critères qui étaient encore en usage et ceux qu'on utilisait plutôt en France, les critères de 97, révision 97, on avait différents points cliniques avec les atteintes cutanées, les atteintes articulaires, les atteintes décéreuses, les atteintes hématologiques, les atteintes neurologiques et également des critères biologiques avec la positivité de certains anticorps. Sur ces critères-là, il suffisait de rassembler 4 points, 4 critères pour pouvoir poser le diagnostic de lupus. En 2012, les critères des cliniques prenant en charge le lupus, les critères internationaux également, avaient introduit l'idée que les anticorps antinucléaires avaient un point important et il fallait absolument avoir un critère biologique pour pouvoir rentrer dans le diagnostic du lupus. Et plusieurs critères cliniques, là aussi 4 critères cliniques au total, avec une avancée qui était donc la part importante de la biologie et de l'auto-immunité, et puis également une part importante qui était avancée, qui n'existait pas dans les critères de 97, qui était la part de l'atteinte rénale, puisqu'une atteinte rénale sévère permettait à elle seule de poser le diagnostic de lupus avec la documentation anatomopathologique. Les nouveaux critères de 2019 ont l'avantage par rapport aux précédents d'être déjà pondérés avec chaque signe clinique et chaque biologie avec un certain nombre de points et de confirmer l'importance des tests biologiques de l'auto-immunité et avec aussi l'avantage de permettre de poser des diagnostics de lupus à des stades plus précoces que les anciennes classifications. Alors ça se traduit également sur des modifications de la sensibilité et de la spécificité de ces nouveaux critères, puisque les premiers critères de 97 avaient une bonne spécificité à 93%, une moins bonne sensibilité 82%. Les critères SLIC des cliniques prenant en charge le lupus avaient amélioré la sensibilité, mais aux dépens d'une perte de spécificité. Et là, ces nouveaux critères de 2019 permettent d'allier l'ensemble avec une sensibilité à 96% et une spécificité à 93%.
Alors pourquoi ces nouveaux critères? Parce qu'il y a eu une meilleure connaissance aussi de la maladie lupique, avec une importance des signes cutanés, avec une pondération assez importante. La meilleure connaissance aussi sur l'atteinte néphrologique, avec l'arrivée du dosage du complément qui rentre dans les critères. Et ça, c'est vraiment très important dans le dépistage plus précoce de la maladie lupique. Et ce dépistage plus précoce permet d'introduire à la fois dans les études, mais de faire rentrer dans les possibilités thérapeutiques des lupus moins évolués chez des patients plus jeunes. Donc tout ça en plus avec une meilleure sensibilité, une meilleure spécificité, avec l'avantage de la pondération des critères, puisqu'il faut réunir au moins 10 points avec un dosage biologique et au minimum un signe clinique. Et là on voit l'importance aussi de la clinique dans le diagnostic du lupus, et ça va être le sujet, la suite de mon intervention, puisqu'on est souvent en situation de demande d'avis. J'ai un dosage d'auto-anticorps positif, qu'est-ce que j'en fais? Eh bien, quelle va être la place du dosage de ces anticorps, en sachant que ces anticorps à eux seuls ne poseront jamais un diagnostic de maladie systémique, mais qu'il faudra toujours y associer des signes cliniques, et c'est l'ensemble du tableau qui permettra de poser le diagnostic d'une maladie systémique ou d'une maladie auto-immune. Alors là, on revient plus en détail sur le tableau qui résume les nouveaux critères du lupus systémique, donc présenté en 2019 à l'EULAR, avec une porte d'entrée qui est automatiquement la nécessité d'avoir des anticorps antinucléaires positifs à 1 sur 80, et ensuite la nécessité d'y ajouter des critères cliniques qui sont chacun pondérés, avec la nécessité d'avoir au moins 10 points pour pouvoir retenir le diagnostic du lupus. Alors vous verrez qu'il y a une petite différence entre ce tableau-là, qui est le tableau réel, et le tableau de la deuxième diapo qui reprend l'historique des critères, notamment sur le plan cutané, où l'alopécie et les ulcères buccaux sont cotés à 2 points sur ce tableau. C'est la réelle classification. Il y a une coquille sur la deuxième diapo qui est extraite d'une publication du Lancet pourtant, mais qui comporte une erreur. La vraie pondération en points se trouve sur ce tableau. Donc voilà, cette nouvelle classification a donc permis d'obtenir une très meilleure spécificité avec une sensibilité aussi bonne que les classifications précédentes. Donc ce tableau met en valeur l'importance des signes cliniques associés à cette auto-immunité. Donc certes, le dosage des anticorps d'auto-immunité, les anticorps antinucléaires, ont un rôle capital dans le diagnostic du lupus, comme dans les autres maladies auto-immunes, mais l'histoire naturelle d'une maladie lupique, et il en est de même pour les autres maladies auto-immunes, s'étale sur plusieurs années, comme on peut le voir sur cette diapo de Burkle qui est extraite d'une publication de 2003 du New England, où on voit qu'au moment du diagnostic ou au moment des premières manifestations du lupus, eh bien, il faut remonter à 5 ans auparavant pour voir apparaître les premiers auto-anticorps avec une augmentation progressive et donc un étalement du diagnostic qui se fait à la fois sur une anamnèse des 5 années précédentes et aussi l'apparition d'anticorps qui vont mettre parfois jusqu'à 5 ans pour certaines personnes pour apparaître.
Et il existe d'autres publications qui montrent à peu près les mêmes délais en ce qui concerne l'apparition des signes cliniques. D'où l'importance de recueillir une anamnèse, d'objectiver des signes cliniques, qu'ils soient au moment du diagnostic ou dans l'antériorité du patient. Et là, il est important, pour réaliser le diagnostic d'une maladie auto-immune, donc d'avoir un recueil anamnestique fiable et puis un examen clinique, puisque je le redis, l'auto-immunité à elle seule, les tests biologiques ne poseront jamais un diagnostic de maladie auto-immune à eux seuls. Et donc on est souvent en situation de faire un dosage d'anticorps antinucléaires sans forcément avoir un avis très précis sur le diagnostic de la maladie qu'on recherche. Et là on se heurte à des tests qui sont parfois positifs et qui correspondent à des faux positifs, puisqu'on a sur cette diapositive extrait de Arthritis and Rheumatology de 97 des taux de positivité des auto-anticorps dans la population normale. Et on s'aperçoit qu'on a, en moyenne, pour des taux qui vont de 1 sur 80 à 1 sur 160 d'anticorps antinucléaires, 13% de la population qui n'a pas de pathologie et qui vont être positifs pour la présence de ces auto-anticorps, et jusqu'à 3% pour des taux importants allant jusqu'à 1 sur 320. Alors ça nous éclaire sur le fait que sans signe clinique, la sérologie ne donnera pas de diagnostic, et ça nous dit aussi que plus les taux sont importants, et plus effectivement la probabilité d'une maladie auto-immune devient plus forte. Et là on voit aussi qu'en fonction de l'âge, les taux de faux positifs sont de plus en plus importants, et on voit qu'avant 60 ans, il y a 3% de faux positifs dans les anticorps antinucléaires, et qu'on va monter progressivement pour atteindre 12% à partir de 70 ans et 20% à partir de 90 ans. Et dans notre population régionale qui est relativement âgée, on est souvent en situation d'avoir des auto-anticorps positifs sans qu'il y ait forcément une pathologie auto-immune sous-jacente. D'autres études retrouvent des taux à peu près similaires, 32% avec des taux de 1 sur 40e, mais nos laboratoires en général nous les rendent négatifs et on n'a pas forcément des taux qui sont rendus 1 sur 40e. Souvent le seuil de positivité des laboratoires est rendu à 1 sur 80, et là on a 18% de la population saine qui ont des taux d'anticorps positifs, et puis on retrouve 5% sur 1 sur 160 et 3% avec des valeurs à 1 sur 320. Donc il faut vraiment interpréter ces résultats en fonction du contexte clinique. Alors malgré tout, il y a quand même certaines pathologies où le dosage préliminaire, on va dire, des auto-anticorps a une bonne valeur. C'est le cas du lupus. Et plus les taux vont être élevés, et plus la probabilité et la valeur prédictive va être bonne. Les sclérodermies également, de même que le syndrome de Gougerot-Jeugren. En revanche, il y a aussi des problèmes de spécificité. On peut avoir des auto-anticorps positifs dans d'autres pathologies que les pathologies auto-immunes, notamment les hépatites. Certes, elles sont auto-immunes, mais ce ne sont pas des affections systémiques polyorganes. Et puis des maladies infectieuses telles que le VIH, les hépatites virales chroniques et également la tuberculose. Pour le lupus systémique, plus le taux va être élevé, nous conduisant vers une valeur prédictive positive quasiment de l'ordre de 100%. En revanche, et on l'a vu sur l'apparition parfois tardive des anticorps, la valeur prédictive négative ne va pas être très bonne, elle est de l'ordre de 16% si les anticorps ne sont pas présents, ce qui ne permet pas d'écarter de façon définitive une maladie lupique. Bien entendu, les maladies systémiques ne sont pas toutes des maladies auto-immunes, et devant une symptomatologie complexe, devant une atteinte multi-organes, devant un syndrome inflammatoire chronique, devant une fièvre au long cours, il faut savoir aussi penser aux maladies auto-inflammatoires,
qui ne dépendent pas de l'immunité adaptative, mais de l'immunité innée. Et on n'aura pas dans ces contextes d'auto-anticorps. Et donc penser que la recherche d'auto-anticorps devant une maladie multi-organes va permettre de faire forcément avancer le diagnostic est sans doute une erreur, notamment dans la maladie de Bessel, dans les amyloses, dans la fièvre méditerranéenne familiale, la maladie de Steele, il n'y a pas de marqueur d'auto-immunité. Alors là, on peut trouver une aide assez intéressante en ligne sur un site qui s'appelle fai2r.org, donc il suffit de taper sur votre moteur de recherche. Et là, on va avoir accès à l'ensemble de ces maladies auto-immunes, à l'ensemble des maladies auto-inflammatoires, avec les critères, et il suffit de cliquer des oui ou des non sur l'apparition de certains signes pour avoir au total un score qui nous dit si cette maladie est potentiellement éligible au diagnostic de cette pathologie complexe. Donc en conclusion, il faut retenir qu'il y a un apport majeur des tests biologiques dans les maladies auto-immunes, surtout pour le lupus, la sclérodermie, le Gougerot, et on le sait aussi pour la polyarthrite rhumatoïde, qui est également une maladie auto-immune systémique, avec quand la présence des facteurs rhumatoïdes et des anti-CCP sont concomitants des sensibilités à 99,8%, avec donc une importance diagnostique, c'est certain, sans doute une importance pronostique. On pense que le taux d'anticorps a un intérêt dans le suivi, même s'il n'a jamais été montré de façon formelle dans les études, mais de retenir aussi que la biologie ne fait en général pas le diagnostic à elle seule, et que toutes les maladies systémiques ne sont pas des maladies auto-immunes. Et donc l'importance de recueillir les signes cliniques présents, les signes cliniques passés, et il suffit que le patient dise qu'il a déjà fait un rash malaire, qu'il a déjà fait une péricardite pour rentrer dans les critères du lupus, sans que ça soit forcément présent au moment du diagnostic. Donc, retenir qu'il faut savoir ce qu'on recherche avant de demander un dosage des auto-anticorps pour pouvoir colliger également des signes cliniques, interroger, examiner le patient en retenant qu'on ne trouve que ce que l'on cherche et qu'on ne cherche que ce que l'on connaît. Wow.